Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du monde du professeur Knut. Tout d'abord, un grand merci pour vos retours sur le premier épisode. J'ai essayé d'en tenir compte au maximum pour celui-ci, et en particulier, vous verrez apparaître ce symbole de pirate qui indiquera très clairement, lorsque je donne mon avis, qui n'engage que moi. Dans cet épisode, il sera question de vie quotidienne, d'art graphique, de géologie, d'une réflexion sur le monde et de vie quotidienne. Merci encore pour vos questions et générique! Aurore nous pose la question numéro 6. À quoi servent les sphères que l'on voit parfois sur certaines lignes électriques? Ces ballons, en fibre de verre rouge ou blanc, qu'on voit sur les lignes à haute tension, sont situés en particulier sur le fil le plus haut, que ce soit un fil conducteur ou le fil de garde qui sert de pare-foudre. Elles mesurent entre 60 cm et 1,35 m, elles doivent être visibles de jour comme de nuit, et sont présentes dans le monde entier. À l'aide de leur lueur rouge, elles servent à prévenir les pilotes d'avions et d'hélicoptères de la présence de ces fils électriques très fins. On les trouve le plus souvent près des lieux particulièrement sensibles, aéroports, fleuves ou zones en altitude inhabituelle. La question numéro 7 nous vient du très talentueux Rombots. Lorsqu'on crée un univers dont on veut dessiner une partie de la mapmonde, comment faire pour que les superficies soient cohérentes et en accord avec la taille totale de ce nouvel univers? De nombreux univers fictifs ont une mapmonde. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, le Disque Monde, etc. Mais comment les auteurs choisissent-ils les échelles? Et comment font-ils en sorte qu'il y ait une cohérence? En fait, il s'agit surtout de faire des choix et de les assumer. L'échelle dépendra par exemple des distances que les protagonistes vont parcourir. Ces distances doivent rester réalistes pour de la marche à pied, ou à cheval, ou pourquoi pas en avion. Ensuite, la géographie, la géologie, la biologie vont apporter des indices. Les fleuves grossissent grâce à des affluents, les déserts ne côtoient ni les glaciers, ni les forêts. Les populations s'installent là où il y a de l'eau et où l'environnement n'est pas trop dangereux. En revanche, n'oubliez pas que la représentation classique du mapmonde est une projection dite de Mercator. Celle-ci conserve les angles pour faciliter les voyages marins, mais en revanche, elle déforme les pôles. Par exemple, sur notre mapmonde à nous, la Terre, l'Australie paraît plus petite que le Groenland, alors que c'est bien l'inverse, comme on le voit sur cette projection de Peters, qui, elle, conserve les tailles. Lorsqu'un auteur de fiction dessine sa mapmonde, il aura tendance à la faire à plat, selon une projection de Mercator qui nous sert de référence culturelle. Mais peut-être que son monde est sphérique, du coup, faut-il en déduire que les continents Westeros et Essos ne sont pas leur taille réelle? Sans doute pas. Si la cohérence est nécessaire, trop de complexité nuit à la lecture. La carte n'est qu'un support visuel pour aider à comprendre l'action, mais le lecteur ne doit pas se demander sans arrêt si 10 cm au nord représente 50 km, mais 100 km au sud. En conclusion, je dirais que les dimensions doivent être un choix, cohérentes pour les références géographiques, géologiques et logistiques, mais ne peuvent pas être totalement réalistes pour garder une lecture simple, rapide et efficace. À moins de choisir un univers plat comme le Disque Monde. GG et Terry Pratchett. La question numéro 8 nous vient d'Étienne. Quelle est la plus vieille formation géologique présente à la surface terrestre? Dans un premier temps, il faut définir de quoi on parle. Une formation géologique, c'est un ensemble de couches géologiques. On utilise parfois ce terme abusivement lorsqu'on parle de stalactite ou de stalagmite. Je n'en parlerai donc pas ici. Pour trouver les plus vieilles formations lithostratigraphiques, il faut se rendre au milieu des zones continentales les plus éloignées des frontières actives des plaques tectoniques, là où la Terre a le moins bougé depuis sa formation il y a 4,58 milliards d'années. Ces zones sont appelées cratons. Les plus vieux cratons se trouvent au Canada, en Australie et en Afrique du Sud.
Il y a 2 candidats aux roches les plus vieilles du monde, mais c'est le gneiss d'Akasta, dans le Grand Nord du Canada, daté de 4,02 milliards d'années, qui est pour le moment le plus âgé connu. L'âge des roches présentes dans la ceinture verte du Nuvvuagittuq n'étant pas confirmé totalement. Mais il y a plus ancien encore. Si on ne parle plus de formation géologique, on ne trouve pas de traces de l'activité géologique des 500 premiers millions d'années de la Terre, qu'on appelle l'Adéen, pour Hadès, le dieu des enfers. Mais au cœur de l'Australie, dans le Jack Hills, on retrouve encore des cristaux de zircon vieux de 4,4 milliards d'années, soit 100 millions d'années après que Theia a frappé la Terre, créant la Lune. Mais c'est une autre histoire. La question numéro 9 nous vient encore une fois de Rombots. Pourquoi les gens se laissent faire quand on leur impose des lois dégueulasses? Tout d'abord, je dirais que, quelle que soit la loi, elle n'est pas dégueulasse pour tout le monde. Il y aura toujours une partie de la population pour qui cette loi est faite. Ensuite, je ne suis pas si sûr que les gens se laissent faire. Une partie se rebelle, toujours. En fait, il existe très probablement chez l'homme ce qui a été décrit chez le rat, une hiérarchie de dominance. Certains individus sont faits pour diriger, d'autres pour obéir, d'autres pour rester neutres, et d'autres encore pour être les trouble-fêtes. Notez bien que ceci n'est pas du fatalisme. En effet, les rôles peuvent s'inverser selon la constitution du groupe. Un suiveur peut devenir meneur et inversement. Il ne peut pas y avoir que des meneurs ou que des suiveurs, la société ne fonctionnerait pas. Et notez également que pour l'homme, chacun a le potentiel et le choix à un moment ou à un autre de sa vie de changer de rôle. Le deuxième point qui me paraît important dans cette histoire, c'est la résilience. En effet, ce pouvoir qu'a l'homme de se remettre sur pied après un événement douloureux joue un rôle très important en politique. En gros, nous savons tous que quelles que soient les lois votées, nous ne sommes pas en dictature autoritaire nazie, et de fait, nous ne risquons pas grand-chose pour notre vie. Quelques modifications à la marge de notre temps de travail ou de notre train de vie, mais rien qui bouleverse réellement notre monde. Attention, je ne dis pas que ces lois ne risquent pas d'être dangereuses pour certains individus, mais globalement, la population sait que la nation s'en remettra et s'habituera à ces nouvelles modalités en attendant de nouvelles lois. Nous l'avons tous déjà vécu. Voilà pourquoi les gens se laissent faire, selon l'adage populaire, parce que la majorité de la population n'a pas de meilleure solution ou a autre chose à faire, et parce qu'elle sait que les choses peuvent changer à chaque élection. Mais si toi, Rombots, tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il ne tient qu'à toi de te rebeller, n'attends pas les autres, car les autres, souvent, attendent que tu fasses le premier pas. Moon nous pose la question numéro 10. Dans mon magasin, pourquoi les clients arrivent systématiquement à 5 minutes de la fermeture? Et pourquoi quand on n'a personne durant la journée, les clients arrivent juste quand le café est prêt? Alors là, attention, il s'agit d'être précis. On va séparer la question en deux. Pourquoi les clients arrivent 5 minutes avant la fermeture? Là, deux choses. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Dans les deux cas, il est intéressant de savoir pourquoi. Pour savoir si c'est vrai ou faux, il faudrait faire une statistique exacte dans ton magasin et pourquoi pas dans tous les magasins pour comparer les résultats. Est-ce que réellement la majorité des clients viennent au moment de la fermeture? J'ai pas de chiffres sous la main, mais ça me paraît relativement improbable, à moins d'une particularité très locale dont nous aimerions bien avoir l'explication. En revanche, si on se base sur l'a priori, qui nous dit donc que c'est faux, qu'est-ce qui nous pousse à croire le contraire? Y a-t-il, malgré tout, une arrivée massive de clients au moment de la fermeture? Là, je dirais peut-être. Et en tout cas, il peut y avoir plusieurs explications. La première est la coïncidence entre l'heure de sortie du travail des gens et l'heure à laquelle ton commerce ferme. En effet, il est très probable que ces heures soient très proches, et donc que les gens qui travaillent arrivent en speed à la dernière minute, pensant arriver justement avant sa fermeture. Une deuxième explication peut être la procrastination. Ça nous arrive à tous de repousser au maximum un truc qu'on a à faire. Et parfois, on a un achat à faire, mais ça nous saoule. Alors, du coup, on repousse, et bim, on se décide au moment où on n'a plus le choix quand le magasin va fermer. Oui, les clients sont casse-couilles. Mais il peut y avoir un autre facteur. On va y venir dans 30 secondes. Et là, je rejoins la deuxième partie de la question. Pourquoi les clients arrivent systématiquement lorsque le café vient de couler? Une explication très simple est qu'en fait, une journée où tu n'auras pas beaucoup de clients, tu vas repousser au maximum le moment où tu vas t'autoriser une pause. Au cas où il y aurait un client, justement.
Et donc, plus tu attends, et plus tu augmentes statistiquement la probabilité qu'un client arrive. Si tu prépares ton café à ce moment-là, tu peux être sûr que tu vas être dérangé. Non, la meilleure solution, statistiquement parlant, c'est de faire ton café immédiatement après le départ d'un client, en espérant qu'un autre n'arrive pas immédiatement. Mais plus tu attends, et plus tu as de chances qu'un autre arrive. Mais là où je voulais en venir aussi, c'est sur la capacité de notre cerveau à nous tromper, à ne sélectionner que ce qui l'intéresse. En particulier, d'après les neuropsychologues, les événements négatifs sont beaucoup plus émotionnels que les événements positifs et sont davantage mémorisés. De fait, ton cerveau sélectionne et garde en mémoire systématiquement, comme une preuve de ce qu'il pensait déjà, les moments où un client arrive quand le café est prêt, ou qui entre au moment où tu t'apprêtes à fermer, parce que ça t'énerve. Mais le cerveau est aussi capable de créer de faux souvenirs. Par exemple, de transformer un souvenir approximatif, où un client est vaguement arrivé quand il y a une tasse de café qui traînait, ou qui est arrivé bien avant la fermeture, mais qui a traîné dans le magasin, augmentant artificiellement le nombre ressenti de clients casse-burnes. Et pour en apprendre plus sur les capacités de notre cerveau à nous tromper, je vous invite à regarder cette vidéo d'y penser. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous a plu malgré sa longueur. Dites-moi dans les commentaires si le format vous convient ou si vous préféreriez des vidéos plus courtes avec peut-être moins de questions à chaque fois, ou pourquoi pas des vidéos plus longues où je ne traiterai qu'une question mais plus en profondeur. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire évoluer mes vidéos. Faites péter les pouces qui vont bien, partagez la vidéo et salut!